Merci Myriam pour l'introduction. Donc je précise effectivement que je suis économiste, que je ne vis pas très loin d'ici, et c'est en apprenant que Stefano Palomborini était invité par la NUPES de Saint-Étienne que j'ai proposé aux camarades du quartier de lui demander s'il voulait bien rester un jour de plus pour faire la même conférence qu'à Saint-Étienne, plutôt donc du coup sur Vienne, Givors, ce point-ci, et il a gentiment accepté malgré ses obligations familiales, professionnelles et tout cela, et donc remercions-le d'être avec nous ici. Du coup, juste pour préciser un petit peu qui sont Bruno Amable et Stefano Palomborini, ce sont deux économistes qui s'inscrivent dans une école qui s'appelle l'école de la régulation et qui est une école française hétérodoxe fondée par notamment Robert Boyer et Michel Aguiletta, qui sont des économistes qui comptent dans la pensée économique française. Et c'est dans leur travail d'analyse à la fois du capitalisme pour Bruno Amable. Bruno a notamment publié un bouquin qui s'appelle Les 5 capitalismes au début des années 2000, qui est un bouquin relativement important de caractérisation et de comparaison des différentes formes que peut prendre le capitalisme. Important peut-être pas pour le débat public en général, mais notamment pour des gens comme moi qui, à ce moment-là, lisaient beaucoup de littérature économique, et c'est un bouquin qui avait quand même pas mal fait parler. Et Stefano a beaucoup plus travaillé sur le cas italien, à la fois le capitalisme italien et la crise politique italienne en général, et ça fait non pas 2 bouquins et juste 5 ans qu'ils travaillent ensemble, mais 20 ans qu'ils travaillent ensemble sur toute une série de travaux d'enquête, de recherche, pour tenter de caractériser comment finalement ce qu'on pourrait appeler les institutions politiques, et sans doute qu'il reviendra et qui précisera cela, sont des déterminants relativement importants des dynamiques des différentes formes que peut prendre le capitalisme. Et donc ils sont effectivement venus à publier un petit bouquin qui s'appelle L'illusion du bloc bourgeois, juste avant l'élection d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr qu'on puisse caractériser le bouquin comme l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron, même si ça a été lu un peu comme ça après, au moins dans le débat public, où il cessait de rendre compte de ce que sont, à travers l'évolution, je vais utiliser ce terme-là, des classes sociales et des institutions politiques et économiques, l'avènement d'un bloc bourgeois sur lequel il va revenir, comme une forme de prolongement du capitalisme à tendance néolibérale dans lequel on peut être. Et on le reçoit aujourd'hui parce qu'ils viennent effectivement de publier un bouquin qui est relativement différent dans sa conception. C'est un bouquin d'entretien qui s'appelle Où va le bloc bourgeois, publié à la Dispute, et qui est sous forme d'interview. Et donc du coup c'est assez aisé à lire. Je précise tout de suite que je ne l'ai pas lu intégralement et que c'est la faute d'Emmanuel Macron, parce que vous l'avez peut-être suivi hier après-midi. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait se retirer d'un traité obscur qui s'appelle le traité sur la charte de l'énergie, dont je suis un de ceux qui mènent campagne contre ce traité en France depuis plusieurs années, et donc j'ai été accaparé par autre chose que la lecture du livre de Bruno et Stefano, enfin du livre d'interview de Bruno et Stefano hier après-midi et ce matin voilà, et donc je m'en excuse. Je connais suffisamment leur travail pour avoir accepté quand même d'introduire et d'animer le débat. Et donc dans ce format-là un peu différent, vous retrouverez donc du coup à la fois une mise en contexte de leur travail historique, d'analyse, de construction théorique, de comment ils s'inscrivent dans la pensée théorique de cette école de la régulation, et qu'est-ce qu'ils y empruntent et comment ils font évoluer un certain nombre de concepts et de façons d'appréhender à la fois les dynamiques politiques et économiques, et également donc du coup pour revenir sur l'actualité, sur pourquoi finalement Emmanuel Macron a été réélu, et on y viendra certainement. Comment se fait-il que l'extrême droite soit si forte et puisse également être présente et développée dans les classes populaires. Et peut-être que la première question, si vous l'acceptez, je vais vous préciser la façon dont on va procéder, si vous en êtes d'accord, c'est de commencer par une question relativement générale, où il va pouvoir vous présenter le cadre de leur réflexion, une question autour de, mais finalement, qu'est-ce donc ce bloc bourgeois, d'où ça vient, comment l'expliquer,
Après, donc, la grande question que je vais en poser 2-3 comme ça, peut-être 4 si on a le temps, où il va prendre 10-12 minutes pour présenter. Je vous proposerai d'avoir 2-3 questions de votre part qui reviennent sur ce qui a été présenté avant de repasser à une question qui élargit la discussion sur un autre sujet, si vous en êtes d'accord. C'est la façon dont ont procédé les Stéphanois hier, et il y a un petit peu un challenge pour voir si on est capable de faire aussi bien aujourd'hui. Donc Stéphano, à toi la parole pour 10, 12, 15 minutes, le temps que tu voudras. Mais qu'est-ce donc que ce bloc bourgeois? Donc merci d'abord Maxime, merci à tous d'être là. Alors, ce qu'on appelle le bloc bourgeois, c'est une alliance sociale spécifique. Pour vous donner un peu les cadres d'analyse avec Bruno, nous travaillons dans une perspective d'économie politique, dans laquelle nous considérons que les attentes sociales qui s'expriment sont diversifiées, parfois elles sont contradictoires, et ces attentes sont enracinées, elles ne sont pas déterminées, mais elles sont enracinées dans la différenciation sociale, dans les différentes positions que les agents occupent dans le système productif et dans le système économique. Nous analysons les stratégies politiques, enfin, nous faisons de l'analyse des politiques publiques. Mais pour analyser les politiques publiques, nous essayons de les reconduire à des stratégies politiques qui correspondent aux tentatives de sélectionner une partie des attentes qui s'expriment dans la société et d'y répondre. Une stratégie qui arrive à répondre à un certain nombre d'attentes produit la formation d'une alliance sociale. Les groupes qui se sont protégés par l'action publique se retrouvent de facto alliés, hein, mais comme un produit de l'action publique. Les groupes sociopolitiques ne passent pas en général directement alliance entre eux. Hein. On parle d'une alliance sociale comme des groupes différents qui portent des attentes différentes, se reconnaissent simultanément dans une certaine stratégie politique. Et nous parlons d'un bloc social dominant quand cette alliance est suffisamment puissante politiquement pour valider la stratégie politique et lui permettre, disons, d'être viable sur une période assez longue. Bon. Alors, en analysant le cas de la France depuis longtemps, parce que la première analyse dans ces termes, ça doit dater de 2009 ou 2010, que nous avons fait, nous a amené à dire qu'en France, il y avait une crise politique qui s'est ouverte dans les années 1980 et qui correspond à l'absence d'un bloc social dominant. Hein. C'est-à-dire à l'absence d'alliance suffisamment forte pour valider la stratégie politique qui en est à l'origine. Il y a des manifestations assez claires de ce type de crise politique. La manifestation la plus claire, c'est que depuis le début des années 1980, tout gouvernement sortant, sans exception, enfin il y a une exception mais qui n'en est pas une, est battu aux élections suivantes. Il n'y a pas un gouvernement, je ne parle pas des présidents, hein, mais des gouvernements qui gouvernent, quand il y a une échéance électorale qui arrive, ils perdent. Hein, ce qui montre bien la faiblesse des alliances sociales qui soutiennent des stratégies, qui ont soutenu des stratégies politiques aussi bien de la droite que de la gauche. La seule exception, c'est la droite qui gagne en 2007 avec Sarkozy à la sortie d'une période de gouvernement de droite. Hein, c'est la seule fois où la droite gagne après une période de gouvernement de droite, mais si vous avez ça en mémoire, c'est Sarkozy qui gagne après le gouvernement de 2020. Sarkozy gagne après s'être proposé comme un opposant. Même parti que 2020, mais avec une stratégie qui était d'opposition interne. Donc, ce n'est pas vraiment une exception. Sinon, chaque fois qu'un gouvernement de gauche gouverne, quand l'élection arrive, c'est la droite qui gouverne, c'est la droite qui gagne. Quand la droite gouverne, l'élection suivante, c'est la gauche qui gagne. Hein. Dès le début des années 80, dès 1981, jusqu'à 2017. Alors, pour nous, il y avait une sorte d'évidence de ce type. Après, on a retrouvé cette évidence dans les analyses empiriques que nous menons sur des enquêtes post-électorales, en gros, hein, dans lesquelles on voit que, si on prend comme début de la période, le début des années 80, il y a des grandes alliances sociales en France, qui sont des alliances interclasses. Hein, dans chacune des deux, il y a des composantes populaires, des composantes de classe moyenne, des composantes de classe privilégiée, et qui font référence d'un côté à la
gauche, politiquement, et de l'autre côté à droite. Donc on les appelle, pour cette raison, le bloc de gauche et le bloc de droite. Et à partir des années 1980, c'est des alliances qui avaient une histoire différente derrière, parce que le bloc de droite en France, c'était l'alliance dominante dans toutes les années de l'après-guerre. Le bloc de gauche s'était constitué avec des fortes difficultés dans les années 1970. C'est le bloc de gauche qui amène Mitterrand au pouvoir en 80. Donc c'est des alliances qui étaient relativement compactes au début des années 1980, commencent à se fissurer tout de suite, quasiment, à la moitié des années 1980. Quand on regarde les attentes qui s'expriment au sein de la gauche et au sein de la droite, on voit que les attentes commencent à diverger. Au sein de l'Alliance sociale, je veux dire, le bloc social de gauche et de droite, on voit des attentes qui commencent à diverger. Et ces fissures s'approfondissent de plus en plus et deviennent des vraies fractures au cours de la période qui va de ces moments-là jusqu'aux années Hollande, pour aller au bout de la dynamique. D'où vient cette fracture? En gros, c'est un peu différent l'histoire pour les deux blocs, hein, c'est pas exactement la même histoire, mais dans les deux cas, c'est une fracture qui est une conséquence d'un tournant hégémonique qui a lié en France, comme ailleurs, peut-être avec moins de force en France qu'ailleurs, mais qui a lié en France aussi au début des années 80, au moment où, paradoxalement, au moment où la gauche gagne, hein, au moment où Mitterrand devient président, à ces moments-là, dans les élites dirigeantes, hein, il y a un alignement très fort sur la perspective de la réforme néolibérale du capitalisme français, de la nécessité de moderniser le capitalisme français, hein, dans la direction, donc de réformer dans la direction de l'organisation néolibérale. Ces débats sur la nécessaire réforme des institutions françaises, il y a un vieux débat, mais donc, dans le bouquin d'origine du bloc bourgeois, nous montrons qu'il y avait des débats dans la gauche dès les années 1930. Il y avait un courant qui s'appelait les modernistes, qui soulignait avec beaucoup d'efforts cette idée du retard pris par le capitalisme français et la nécessité de le moderniser. Ces débats traversent tout le XXe siècle. Dans les années 1970, dans les partis socialistes, vous avez une composante, disons, plus d'ancrage marxiste et une composante qu'on appelait à l'époque la deuxième gauche, qui par contre est beaucoup plus liée à cette idée de la nécessité de la réforme. Mais ce qui se passe au début des années 80, c'est que les positions néolibérales, dans les élites dirigeantes, dans la haute fonction publique, hein, les positions néolibérales gagnent. Ce qui explique en partie ce qui se passe après en 1982-83 autour du gouvernement Mitterrand, les fameux tournants de 1983 qu'on voit un peu légèrement, il y a du vrai. Mais lié à la nécessité de garder la parité entre les francs français et les marques allemands, comme c'était quelque chose comme une contrainte européenne. En réalité, ces tournants, c'est des combats qui avaient lieu au sein du Parti socialiste et qui sont gagnés par la composante qui pense que non, la référence théorique, c'est plus le marxisme, le Parti communiste, c'est un allié peut-être nécessaire, mais c'est plutôt un boulet qu'on se traîne, parce qu'il ne faut pas répondre aux attentes de la classe ouvrière, c'est pas ça la première préoccupation qu'on doit avoir. La première préoccupation, c'est qu'on a un capitalisme qui vieillit, qui perd de compétitivité, qu'il faut moderniser, qu'il faut réformer. Ça, c'est la grande figure de la gauche de ces années-là, c'est Jacques Delors. Bon, ces tournants qui a lié à droite aussi, hein, qui commence déjà la présidence Giscard d'Estaing, qui implique des conflits avec la composante des traditions gaullistes à droite. Dans la droite aussi, il y a des conflits dans les années 70 qui sont gagnés en gros par la composante néolibérale à partir des années 1980. Et ce qu'on voit, c'est que ces tournants néolibéraux posent un problème de cohérence aux désalliances sociales. Hein. Là aussi, les problèmes ne sont pas les mêmes. Je vais insister un peu plus sur la gauche, mais il y a des problèmes un peu différents, mais analogues sur la droite. Ces tournants hégémoniques vers le néolibéralisme posent un problème aux classes populaires, aussi bien les classes populaires qui faisaient partie du bloc de gauche que celles qui faisaient partie du bloc de droite, qui commencent progressivement à faire défaut aux désalliances sociales,
hein, avec une fracture qui donc s'approfondit progressivement, et s'approfondit comme résultat des réformes néolibérales qui sont menées à partir des années 80. Hein. Les réformes néolibérales, je parle de signature des traités de libre-échange, des privatisations, la libéralisation financière, etc. etc. Et cette fracture s'approfondit et prend aussi une dimension liée à l'intégration européenne pour des raisons. Une raison, c'est que le processus de construction européenne lui-même a un contenu néolibéral évident. Hein, donc ceux qui sont pour la réforme ont tendance à adhérer à la construction telle qu'elle est. Et l'unification européenne est utilisée comme un argument pour renforcer l'idée de la nécessité de la réforme. Donc ça va dans les deux sens, ce qui fait que l'adhésion aux réformes libérales et au processus de construction européen, c'est lié de plus en plus. Et là aussi, ça contribue à une fracture des anciennes alliances sociales qui apparaît très clairement lors du référendum 2005. Le référendum sur le projet de constitution européenne, dans lequel il y a un alignement presque unanime des élites dirigeantes pour lui, à de très rares exceptions près. Hein. Et c'est le nom qui gagne, et c'est un nom qui gagne avec un vote populaire très fort, dans les classes populaires, et un vote de classe populaire lié pour parti à gauche, et pour une autre partie, peut-être encore plus importante, à la droite. Hein. Ce qui montre bien qu'il y a une fracture qui traverse les deux blocs, et qui les casse en deux. Hein. Qui les casse en deux et qui laisse dehors les deux fractions populaires des deux blocs. Donc à partir de ce moment-là, il y a une crise politique, hein. Il y a des alliances qui se sont affaiblies, qui se sont fracturées, il y a une volonté de poursuivre les processus de réforme, et donc c'est assez logique. Nous, on a commencé à parler de cette hypothèse en 2011 ou en 2012, aussi parce qu'en parallèle, on travaillait sur l'Italie, et sur l'Italie, c'est exactement ça qui s'est passé, d'une certaine façon, le temps que le gouvernement montait. L'idée, c'est qu'on veut poursuivre ces processus de réforme. On a des alliances qui ne tiennent plus à route, hein, donc qui ne permettent pas de soutenir de façon durable une stratégie politique de réforme, et ils se sont cassés en excluant la composante populaire. Pourquoi ne pas imaginer une nouvelle alliance qui réunirait les deux composantes moyennes et hautes des deux anciens blocs, hein. Et ces projets-là, c'est pas Macron les premiers qui les portent, c'est le projet qu'avait en tête d'une certaine façon Jacques Delors quand il renonce à sa candidature en 1995. Mais à l'époque, en 1995, Jacques Delors dit « je ne peux pas être candidat parce que j'aurais besoin pour l'action que je vais mener d'une base électorale, comme c'était, d'une alliance sociale qui n'existe pas. » Par contre, François Bayrou, il candidate en 2007, donc 2 ans après le référendum, avec exactement cette idée-là. Si vous avez en mémoire, ou si vous avez regardé la campagne de Bayrou, c'est droite et gauche, c'est des vieux trucs qui ne fonctionnent plus. Okay. Donc lui, il vient de la droite, mais il s'oppose très fortement à la droite. Il écrit un bouquin anti-Chirac, très bon d'ailleurs. Il faut créer quelque chose de nouveau, une alliance nouvelle, qui soit clairement favorable à la modernisation du capitalisme français et à l'approfondissement de la construction européenne. Et sur ces bases-là, Bayrou fait 18%. Il perd, il ne va pas au deuxième tour, parce que, si vous voulez, à ce moment-là, il y a 15 ans, l'affaiblissement des alliances traditionnelles n'était pas suffisamment fort pour qu'avec 18%, on puisse avoir une chance de passer au deuxième tour. Et donc c'est Sarkozy et c'est Ségolène Royal qui passent sur la base du bloc de droite et du bloc de gauche qui était affaibli, c'était déjà beaucoup affaibli par rapport au début des années 80, mais qui tenait un peu encore la route. Donc ce qui se passe entre 2007 et 2017, entre cette candidature et la victoire de Macron, c'est que les deux anciennes alliances s'effondrent encore plus, notamment à gauche, le vote ouvrier pour les blocs de gauche disparaît,
pour le bloc de gauche, le bloc qui vise l'accès au pouvoir, hein, le vote PS. Voilà, ça disparaît quasiment. Et donc l'espace pour cette nouvelle alliance devient encore plus grand, ce qui permet, d'une part, à Macron de réaliser un score un peu meilleur de celui de Bayrou, pas énormément, hein, 6 points de plus. Et en même temps, ça permet d'aller au deuxième tour parce que les autres sont baissés. Hein, parce que les autres, ils font 20% à ce moment-là. Enfin, 20%. Oui. Hollande, il n'avait même pas 20%. Et Fillon fait 20% pour les autres. Et donc, c'est ça qu'on appelle le bloc prochain, c'est cette alliance nouvelle, au sens qu'elle est différente, et qui est vraiment au-delà de la droite et de la gauche, comme le dit Macron, hein, quand il se présente en 2017. L'expression au-delà de la droite et de la gauche, c'est une expression qu'avait utilisée un sociologue anglais, qui s'appelle Anthony Giddens, sur un bouquin, c'était le titre d'un bouquin très connu, qui fondait la troisième voie, qui est suivie après par Tony Blair au Royaume-Uni, par Clinton aux États-Unis, par Schröder en Allemagne. Donc Macron n'invente pas là non plus quelque chose de complètement nouveau. Hein. Cette idée de dépasser l'axe droite-gauche pour créer quelque chose de nouveau et qui soit en mesure de porter des réformes, pour le dire vite, antipopulaires, au sens qui rencontre l'hostilité des classes populaires, c'est une idée qui circulait un peu partout en Europe, hein, depuis un moment. Donc pourquoi on l'appelait bloc bourgeois? C'est parce qu'effectivement, si on regarde sur un axe droite-gauche, horizontal, on aurait tendance à dire, on pourrait l'appeler bloc central, bloc centriste, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il hérite d'une composante de l'ancien bloc de gauche et d'une composante de l'ancien bloc de droite. Hein. Donc effectivement, c'est un bloc central. Mais en même temps, en termes de hiérarchie de classe, hein, si vous regardez les catégories socio-professionnelles qui votent pour Macron, ce n'est pas un bloc central du tout. Voilà. C'est les classes hautes et une partie des classes moyennes qui votaient à gauche, qui vont avec Macron, et les classes hautes et une partie des classes moyennes qui votaient à droite, qui vont avec Macron. Donc c'est un bloc qui est tout en haut, raison pour laquelle on l'appelle le bloc gauche. Merci bien pour cette première réponse. Je vous propose donc du coup qu'on prenne 3 questions, mais sur ce qui vient d'être énoncé. Donc sur vos questions, n'allez pas tout de suite sur un bloc de gauche est-il possible, n'allez pas tout de suite sur l'extrême droite. Les questions là que je vous propose de soulever portent sur la genèse, l'histoire, la réalité, la capacité motrice du bloc bourgeois dont Stéphano vient de vous retracer la généalogie. Ah, il y a plus de questions à poser. Juste, qu'est-ce qui explique le décrochage de la classe populaire pour... vraiment cette rupture, c'est les conséquences du néolibéralisme sur leur niveau de vie. Pourquoi elle décroche, elle n'adhère pas au néolibéralisme? Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque? Bon, on enchaîne là-dessus. Alors la réponse est un peu différente pour une classe populaire qui votait à gauche et celle qui votait à droite. Alors, pour ce qui est de la gauche, notamment, disons, les ouvriers et une partie des employés, donc, les réformes néolibérales qui ont été menées affaiblissent une série de protections dans ce cas, je sais. Hein. Simplement, la stratégie du Parti socialiste, qui était conscient de cette difficulté, hein. D'une part, il voulait la réforme, il faut revenir au milieu des années 80. D'une part, il voulait la réforme, d'autre part, il savait qu'il y avait une base qui pouvait mal vivre la réforme, pour ne pas dire davantage. Et donc, la stratégie du Parti socialiste a été de faire une sorte de sélection entre les réformes qu'il jugeait nécessaires. Et il y en a, pour répondre à ta question, il y en a qui, évidemment, touchent de plein fouet les classes salariées, pour une grande partie, populaires et salariées qui votaient à gauche.
Par exemple, quand on réforme le système de l'assurance chômage, bon, voilà, évidemment, pour un ouvrier, si on lui dit si jamais tu es chômeur, tu seras indemnisé moins qu'avant. Bon. Si on réforme les règles sur les licenciements économiques, évidemment, ça touche, etc. Si on réforme le système des retraites, qu'on dit à des ouvriers, vous devez travailler 2 ou 3 années de plus. Bon. Alors, la stratégie, d'autres réformes qui, disons, pour des gens qui font des recherches en économie ou qui s'intéressent un peu en économie, évidemment, c'était des réformes destinées à pénaliser ces catégories-là, comme par exemple les traités de libre-échange, comme la libéralisation financière. Okay? Mais ces réformes-là, on peut considérer qu'elles pouvaient être vécues avec moins d'hostilité. Hein? Et donc, ce qu'a fait les PS, c'est pour ça qu'on appelle la gauche l'accompagnement, c'est d'éviter une rupture néolibérale radicale comme il aurait pu envisager. Parce que pendant que le PS élaborait sa stratégie d'accompagnement, on avait Thatcher qui faisait une rupture brutale au Royaume-Uni. On avait Reagan qui faisait une rupture brutale aux États-Unis. Donc la stratégie de la rupture brutale, ça existait dans le paysage. Le PS ne la choisit pas. S'il ne la choisit pas, c'est à cause de la composante populaire de sa base. Okay? Et choisit de commencer par à modifier les institutions qui étaient moins directement connectées, disons, aux attentes des ouvriers et des employés qui votaient à gauche. Et donc, c'est pour ça, c'est une transition longue qui a été choisie, longue, sur 4 décennies. Qui fait qu'au départ, il y a une partie de la composante populaire du bloc de gauche qui s'en va, mais plus on avance, plus cette partie devient importante. Et quand on arrive au bout du processus, et qu'il faut faire la loi travail, il n'y a plus on ne peut plus raconter à des ouvriers que la gauche les protège, alors qu'on approuve la loi travail, la loi El Khomri. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui reste. Mais disons cette perte de l'appui de la base populaire a été progressive. Pour la droite, c'est un peu différent parce que dans la base populaire de la droite, quand on regarde les enquêtes, il y avait des attentes qui ont été toutes les deux déçues, mais qui étaient des types opposés. Donc, ou une partie de la base électorale de la droite, un parti salarié, employé. Il y avait des employés qui votaient à droite. Et qui attendaient du vrai conservatisme. C'est-à-dire qu'ils se sentaient protégés par les institutions qui existaient et ils ne voulaient pas des changements et des réformes. C'est la partie de la base de la droite à laquelle s'adresse Chirac quand il dit en 1995 « Je serai le président qui va soigner la fracture sociale ». Après, il y a une autre partie populaire aussi, de la base de la droite, surtout liée, disons, au commerce, à l'artisanat, etc., qui voudrait du Thatcher. Parce que dans une partie qui est assez populaire de la base de la droite, il y a comme attente fondamentale, pour des raisons qu'on peut comprendre, la baisse des impôts. Même si c'est au prix de mettre moins d'argent dans l'école publique, même si c'est au prix de mettre moins d'argent dans les hôpitaux, on veut que les impôts baissent, parce que pour une partie de cette base-là, c'est l'attente fondamentale. Okay? Et ces électeurs-là qui voudraient du Thatcher et qui ne l'obtiennent pas, de la droite française des années 80-90, et c'est la première poussée du Front National. Hein. C'est des électeurs qui sont déçus parce que la droite ne va pas assez loin. Et donc ils se mettent à voter extrême droite pour cette raison. Donc ce n'est pas la même histoire pour le bloc de gauche et le bloc de droite, mais au final, les deux perdent la composante populaire, très clairement. La gauche la perd vers une grande partie de la base populaire de la gauche va vers l'abstention. Une partie plus petite va vers l'extrême droite, et une autre partie sera récupérée des dizaines d'années après par Mélenchon et l'initiative politique de Mélenchon. Et la partie populaire de la base de l'ancien bloc de droite va en quasi-totalité à l'extrême droite. Est-ce que ça te paraît évident, du coup, enfin pas évident, mais c'est presque naturel qu'en fait les élites qui étaient dans ces partis, qui étaient plutôt bourgeoises, j'imagine, avaient eu du
coup des militants de base plutôt populaires, elles se sont séparées parce qu'en fait du coup il y avait plus de discussion et du coup in fine elles se sont rapprochées de leur travail comme tu l'expliques. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une séparation des types parce que les soucis, je veux dire, si on regarde les stratégies politiques de la gauche, je viens de le dire, il y a une contradiction entre une volonté de réforme qui s'affirme dès le début des années 80 et une base sociale qui, pour une partie, ne veut pas de cette réforme. Mais les dirigeants de la gauche sont conscients de la contradiction. Ils ne disent pas, ok, ils n'en veulent pas, on l'a fait quand même. Non, ils font un choix stratégique sur 40 ans pour essayer de trouver un équilibre. Par exemple, pour donner un exemple, quand il y a le gouvernement Jospin, Jospin veut moderniser. Et c'est le gouvernement qui privatise, peut-être dans l'histoire de tous les gouvernements des 40 dernières années, celui qui a privatisé le plus, c'est Jospin. Qui, en même temps, a fait les 35 heures pour trouver une sorte d'équilibre acceptable par l'ensemble du bloc de gauche. Donc, et les choix d'une transition lente, progressive, en laissant en dernier la protection sociale et la relation salariale, répondaient à cette volonté d'essayer de tenir ensemble le bloc de gauche. Et malgré le fait qu'on voulait mener un processus de réforme dont on savait qu'il rencontrait l'hostilité d'une partie du bloc. Et donc c'est pas comme s'ils avaient coupé les dialogues, ils avaient arrêté de s'intéresser à leur base sociale. Et pareil, la droite, enfin pareil, d'une façon différente, les dirigeants de la droite, qui avaient une contradiction du même type à gérer, ont cherché des compromis. Alors, des compromis qui n'en étaient pas. La grande figure dont on parle dans le bouquin de 2017 de la droite, la grande figure au sens la figure emblématique de la droite, c'est quand même Chirac, qui, tous les 10 ans, quasiment, mais sur une période de 35 ans, tous les 10 ans, change complètement de position. Donc un coup, c'est un ultra-libéral à Thatcher, et le coup après, c'est l'anti-libéral qui joue les gaullistes historiques pour s'occuper des frontières sociales. Le coup d'après, c'est de nouveau un Thatcherien qui veut tout défaire, etc. C'est pas parce qu'il était fou, parce qu'il essayait de tenir ensemble une base sociale qui partait en direction différente. Et une tentative, bon, ça n'a plus énormément d'intérêt parce que ça a échoué, mais une tentative, peut-être la seule tentative qu'il y a eu à droite de trouver une médiation entre des attentes qui divergeaient à l'intérieur du bloc de droite, c'était celle de Sarkozy en 2007, donc on y gagne la présidentielle, et dans lequel, alors c'est vieux, hein, c'est vieux, après ça n'a rien donné, mais juste pour évoquer, il paraît énormément du modèle danois à cette époque-là, Sarkozy, et l'idée c'était, qui a été complètement abandonnée aujourd'hui, il suffit de voir ce qu'ils font sur les allocations chômage, mais c'était de dire, c'est le modèle qu'on appelle de la flexi-sécurité, je ne sais plus comment. Mais bon, d'introduire beaucoup de flexibilité sur le marché du travail, c'est-à-dire de laisser la main libre aux employeurs, quand ils veulent licencier, on les licencie, sans trop d'histoire sur est-ce qu'il y a une raison légitime ou pas pour licencier, la flexibilité la plus totale, et en même temps un investissement public très important à la fois sur la formation des chômeurs et sur le soutien aux revenus des chômeurs. Et donc là aussi c'était une tentative de dire, on peut lire ça comme une tentative de répondre à l'ensemble du bloc de droite, à la partie qui veut la réforme, qui veut la flexibilité, de dire on va y aller, et à la partie qui est effrayée par ça, de dire on va s'occuper de vous quand même. Bon, après ça ne marche pas parce que la France c'est pas le Danemark, et si vraiment il fallait mettre tout l'argent que met le Danemark, que mettait le Danemark à l'époque, sur la formation des chômeurs et le soutien du revenu du chômeur, ça serait bien compliqué à faire dans un pays comme la France. Bon. Mais donc, même à droite, les dirigeants de la droite ont été attentifs à ça. C'est simplement que plus le processus de réforme avance, plus l'espace pour trouver un compromis s'est réduit, et à la fin, il n'y en a plus. Donc, du coup, la troisième petite question. Au regard de ce système de blocs que tu développes, comment on explique l'abstention toujours plus grandissante, notamment dans les classes les plus populaires?
Ouais, ouais. Comment ça s'articule tout ça? Bah, donc, nous, on considère qu'il y a des attentes qui s'expriment. Okay? Et les groupes qui portent ces attentes soutiennent une stratégie politique au moment où ils considèrent que cette stratégie protège la demande dont ils sont porteurs. L'abstention, il y a d'autres raisons pour l'abstention. Mais la raison fondamentale, si on est dans notre cadre théorique, c'est qu'il faut considérer qu'il y a des électeurs et des groupes d'électeurs, des groupes sociopolitiques qui considèrent qu'aucune des stratégies en présence ne répond aux attentes qu'ils portent. Donc si on considère qu'on voudrait des réponses sur certains thèmes et que personne ne donne des réponses crédibles sur ces thèmes, le comportement logique, c'est l'abstention. Qui touche, je veux dire, il y a un phénomène générationnel aussi dans l'abstention, qui demanderait un autre type d'analyse sur le vieillissement des formes démocratiques, etc. Mais on a aussi une abstention qui touche de plus en plus, progressivement au cours des 40 dernières années, qui touche principalement les classes populaires. Et l'histoire que je viens de raconter des deux grands blocs qui, dans leur stratégie, sacrifient les attentes des classes populaires qui participent au bloc. Voilà, et après l'émergence d'une troisième alliance, le bloc bourgeois, qui exclut par programme, disons, l'ensemble des classes populaires, c'est pas très étonnant de voir une grande partie des classes populaires qui disent la droite nous a délaissés, la gauche nous a délaissés, le bloc bourgeois ne s'est jamais intéressé à nous, donc ils s'abstiennent. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une question générationnelle qui peut-être relève d'autres considérations. Je propose qu'on passe à notre seconde partie, ou cross-partie avec cross, une façon, parce que ce que tu viens de rendre compte, c'est la généalogie de l'émergence d'un bloc bourgeois se construisant au détriment des deux blocs qui se sont construits dans l'histoire et qui ont structuré à la fois les dynamiques sociales, la vie politique et sans doute les politiques économiques qui ont été menées. Et quel est l'avenir, puisque le premier bouquin s'appelait l'illusion du bloc bourgeois, donc ce bloc bourgeois peut-il durer et signifie-t-il du coup une recomposition sur sa droite et sur sa gauche pour finalement la tripartition du corps social, du champ politique à travers trois blocs qui deviendraient finalement concurrents et dotés d'une base sociale chacune, capables de batailler pour l'hégémonie politique et culturelle dans le pays. Alors, il y a des questions dans ta question. Oui. Il y a la question sur le bloc bourgeois dont on avait parlé en termes d'illusion en 2017 et comment il a changé dans les 5 dernières années. Et l'autre question, c'est le paysage en 3 blocs. Alors, d'abord, pourquoi on avait parlé, ce bouquin, on l'a écrit en 2016, hein, celui dont le titre est l'illusion du bloc bourgeois. On avait terminé novembre 2016, il est paru janvier, je crois, 2017. Donc, ce n'était pas une analyse du macronisme. Macron, on ne savait même pas qu'il était candidat, qu'il aurait été candidat quand on l'a écrit. Mais donc, on avait cette idée d'un espace politique nouveau. On pensait que cet espace était suffisamment large pour permettre une victoire électorale à cause de la crise des autres alliances sociales. Pourquoi dans le titre on avait mis l'illusion du bloc bourgeois? Parce que tous les bouquins portent sur cette analyse de la crise politique française, sur laquelle on avait déjà écrit pas mal. Et dans notre approche, la sortie de la crise politique passe par la constitution d'un bloc dominant. Un bloc dominant, je répète, c'est un bloc pas forcément qui pèse 51% de la population, mais dont la puissance politique soit suffisante pour valider sérieusement, disons comme ça, pour rendre une stratégie politique suffisamment forte pour s'imposer au cours d'une période longue. C'est un bloc dominant, comme c'était le cas pour le bloc de droite en France dans les années 50, 60, 70. Comme c'était le cas pour le bloc en Italie qui a soutenu la démocratie chrétienne pour une période très longue, etc.
Alors, pourquoi on a dit c'est une illusion du bloc bourgeois? C'est l'illusion que le bloc bourgeois puisse constituer une solution à la crise politique. C'est une étape dans la crise politique française, c'est une étape qu'on avait vu venir. En même temps, par constitution, quand on dit regroupons les groupes qui sont favorables à la poursuite de la réforme néolibérale, en sachant que la poursuite, en 2017, et aujourd'hui encore, ça veut dire s'attaquer à la relation salariale, à la protection sociale, aux retraites, aux allocations chômage, à l'hôpital public, etc., etc. Bon. Mettons ensemble des classes qui sont favorables à ça, ça veut dire exclure l'ensemble des classes populaires, et ça veut dire agréger une alliance qui sera minoritaire. Et trop minoritaire, à nos yeux, pour constituer un bloc dominant. Donc, trop minoritaire pour constituer une solution à la crise politique. Disons, ce qui s'est passé depuis, c'est pas pour défendre le titre qui était joli, mais je pense qu'il nous a donné plutôt raison. Macron lui-même, au cours du premier quinquennat, a agi comme quelqu'un qui est conscient que l'alliance qu'il a construite et qui lui a permis d'accéder au pouvoir en 2017 était trop minoritaire pour rester tel quel. Tous les premiers quinquennats de Macron, une grande partie du premier quinquennat, c'est des tentatives d'élargir le bloc bourgeois vers l'électorat de droite. C'est une série de tentatives. Comment je peux dire? L'autoritarisme de Macron. Il faut avoir en tête déjà que 2017, dans la campagne électorale, Macron se présente comme un progressiste. Donc, il est pour la réforme libérale économique, mais il est pour davantage de droits individuels, pour davantage de liberté publique, pour davantage de liberté privée. Maintenant, on l'a un peu oublié, mais c'était ça. Macron avait ces volets-là dans la campagne électorale de 2017. Ce qui lui permettait, c'était fondamental pour lui, pour agréger des classes qui venaient aussi de la gauche, qui venaient d'une tradition de gauche. Bon, tous les premiers quinquennats a été à l'enseigne de la réforme autoritaire. Pour partie, on peut se dire c'était la seule façon de faire, je ne sais pas, par exemple, la gestion des gilets jaunes. On peut imaginer que du point de vue du pouvoir, la matraque, c'était la seule gestion possible, peut-être, du point de vue du pouvoir. Mais sur d'autres choses qu'il a fait, c'était complètement gratuit si on ne pense pas en termes de tentatives d'élargir vers le bloc de droite, réhabiliter à moitié Pétain. Pourquoi on fait ça? S'afficher en photo avec Philippe de Villiers comme un gros copain, pourquoi on fait ça, etc. etc. Et donc Macron lui-même était conscient du fait que l'alliance sociale sur laquelle reposait son pouvoir était compacte, ce qui est un grand avantage par rapport aux des autres blocs traditionnels qui étaient fracturés. C'était une alliance compacte, mais minoritaire. Donc il a agi comme quelqu'un qui sait qu'il y a un souci de ce point de vue-là et a essayé d'élargir vers la droite, ce qui fait que 2022, ce n'est pas tout à fait le bloc bourgeois dans sa version pure. Si vous regardez les données électorales dont on dispose pour la présidentielle, c'est l'essentiel du bloc bourgeois, il est resté là. Il a perdu un petit, 2-3 points vers la gauche, vers Hidalgo et Jadot, concrètement. Mais il a gardé l'essentiel du bloc bourgeois et il a récupéré une fraction très importante des retraités qui, auparavant, votaient à droite, qui avaient voté Fillon. Ce qui fait que la base de Macron 2017, au premier tour de la présidentielle, est constituée par 40% de son électorat, 40%. C'est des retraités. Donc ça bloque. Alors moi, j'ai tendance à appeler toujours bloc bourgeois vieilli ou quelque chose comme ça. Bruno, lui, part directement d'un bloc de droite 2.0. On n'est pas plus du bloc bourgeois pour moi. Mais bon, l'idée, il y a eu quand même un élargissement vers la droite. Donc ça a évolué au cours du temps. Et malgré ça, malgré cette ouverture réussie vers l'électorat de droite, vous le savez, voilà, ce n'est pas suffisamment fort pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc le problème d'un bloc qui demeure minoritaire est toujours là. Et même concrètement, on le voit davantage aujourd'hui qu'en 2017, puisqu'en 2017, il y avait quand même, malgré le caractère minoritaire de son alliance sociale, il y avait eu une grosse majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors, le paysage en 3 blocs, c'est un peu long à expliquer. Mais alors, j'essaie de dire des choses rapidement. Je reviens au tournant néolibéral du début des années 80. Qui, au début des années 80, c'était un tournant qui concernait surtout l'idéologie, disons, des classes dirigeantes. C'était il y a 40 ans. Les tournants néolibéraux, au cours des 40 dernières années, impliquaient aussi une fraction importante de la population française. Ce n'est plus une question des élites dirigeantes qui sont alignées au néolibéralisme contre un peuple qui ne l'est pas. Ce n'est pas ça, à mes yeux. Il y a une fraction majoritaire de la population française qui est entrée dans le monde néolibéral. Qu'est-ce que ça veut dire être entré, enfin, ça c'est la question de l'hégémonie hiérarchique. Être entré dans le monde libéral, ça veut dire avoir une vision de ce qui est réaliste, ou pas réaliste, ou irréaliste, une vision de la séparation entre les risques, ce qui relève du risque privé et ce qui relève des politiques publiques, une vision des relations économiques, etc. Le néolibéralisme, ce n'est pas seulement des politiques publiques, ce n'est pas seulement des réformes institutionnelles, c'est aussi une vision de comment fonctionne la réalité. Et de qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce qui est du rêve en dehors de la réalité. Et une partie importante, alors je faisais hier des exemples pour donner une image concrète de ça. Si on pense que la dette publique est un fardeau que les générations présentes vont laisser aux générations futures, donc il faut faire gaffe, il ne faut pas être trop égoïste. Faire de la dette, c'est une forme d'égoïsme. Il y a des gens au chômage. S'ils faisaient vraiment l'effort de trouver un boulot, okay, peut-être en acceptant des boulots mal payés, peut-être avec des horaires la nuit, ou le soir, ou le week-end, etc. Peut-être des boulots qui ne correspondent pas à leurs compétences, etc. Mais s'ils faisaient cet effort-là, ils ne seraient plus chômeurs. Et donc, s'ils sont au chômage, c'est qu'il y a une part de fainéantise dedans. Ou qu'ils préfèrent les allocs au travail, on dit notre avis. Donc, c'est ça. Donc, autre chose. Par exemple, pour le bien-être de tout le monde, pour que tout le monde se porte plus ou moins bien, il faut que les entreprises soient compétitives. Parce que si les entreprises ne sont plus compétitives, on va tous se casser la figure, non pas les entreprises, mais le pays va se casser la figure, on va se retrouver dans la misère, dans la pauvreté, dans le chômage, etc. Pour que les entreprises soient compétitives, il n'y a pas mille moyens de faire, il faut que les coûts de production soient faibles. Et donc, comment faire pour que les coûts de production soient faibles? Il faut déjà baisser la fiscalité sur les entreprises, et surtout, il ne faut pas revendiquer de la hausse des salaires, parce que ça va se retourner contre nous si on demande la hausse des salaires. Et donc, si jamais on demande du pouvoir d'achat, la seule façon d'avoir du pouvoir d'achat, c'est la baisse des cotisations sociales, c'est la seule façon raisonnable de l'obtenir. C'est qu'il parle d'autre chose, c'est qu'il n'a pas compris comment fonctionne l'économie. Okay? Bon, une partie importante de la population française et des classes populaires est entrée là-dedans. Pas par hasard, parce que le tournant du début des années 80, ça a été suivi par 40 années de travail idéologique, politique, culturel, médiatique, beaucoup médiatique, pour pousser l'adhésion. Et une fois qu'on est dans le monde néolibéral, on n'est pas obligé tous d'être avec Macron, c'est pas ça. Une fois qu'on est dans le monde néolibéral, on peut être, disons, enthousiaste ou favorable aux politiques néolibérales, et donc on va avec Macron, ou on peut considérer que ces politiques font mal. On peut être dans le monde néolibéral, voir la réalité comme ça, et penser que les politiques de Macron font mal. Et donc demander d'être protégé contre l'action de Macron. Ce que je raconte pour la France, ça vaut pour tous les pays qui sont dans le néolibéralisme. Et donc, comment on fait pour demander de la protection une fois qu'on est là-dedans, contre des politiques qui font mal? Il y a des façons de demander de la protection. Une façon, c'est de dire ces politiques font mal notamment aux classes populaires. Donc imaginons quelqu'un qui est dans les classes populaires et qui va être protégé contre ça. Comment être protégé contre des politiques inéluctables qu'on ne peut pas éviter?
une façon d'être protégé, c'est de dire, ok, ces politiques vont faire mal aux classes populaires, mais peut-être qu'on peut faire tomber la souffrance sur une fraction des classes populaires et mettre une autre fraction des classes populaires à l'abri. Et donc quelqu'un qui, du côté des stratégies politiques, segmente les classes populaires sur des bases ethniques, sur des bases religieuses, etc., peut trouver un électorat qui dit, ok, il y a quelqu'un qui fera payer le prix des réformes inéluctables, pas à moi, mais à d'autres, à une autre fraction des classes populaires à laquelle je n'appartiens pas. Et donc ça c'est le premier boulevard pour l'extrême droite. Et la deuxième façon de proposer, d'offrir de la protection des classes populaires contre des réformes inéluctables, c'est dévier la perception de souffrance et de dire, ben voilà, oui, si vous souffrez, c'est pas pour les politiques libérales. Si vous souffrez, c'est parce que la criminalité explose. C'est parce que l'identité française est en danger. C'est parce que la famille traditionnelle, ces histoires des wokistes, on n'y comprend plus rien, etc., etc., etc. C'est parce que l'islam est en train de bouleverser notre civilisation. Donc vous pouvez offrir de la protection dans un monde dans lequel, si on parle des retraites, du salaire minimum, etc., il y a une chose à faire, c'est ce que fait Macron et que ferait Le Pen. C'est la même. C'est qu'on voit très clairement en Italie, si vous voulez, on peut parler d'Italie. Donc dans le monde libéral, il y a ces deux pôles-là. Un pôle de soutien aux réformes libérales et un autre pôle qui n'aime pas les réformes libérales, mais qui les considère inéluctables et qui demande une forme de protection qui est le type de protection que peut offrir l'extrême droite. Donc les deux blocs, des trois blocs qui existent, sont dans le même monde. Ce n'est pas les mêmes blocs. Donc les blocs qui demandent protection à une base populaire beaucoup plus importante que les blocs de l'extrême droite. Et le bloc qui soutient explicitement la réforme libérale, c'est un bloc beaucoup plus bourgeois. Et cette polarité-là, je répète, vous la trouvez aux États-Unis, vous la trouvez au Royaume-Uni, vous la trouvez en Italie, disons dans les pays qui sont les plus alignés au modèle libéral. Et après, ce qui fait la spécificité de la France, c'est qu'il y a un troisième bloc qui s'est constitué en rupture avec ce monde-là, qui est le bloc que moi j'appelle de la gauche de rupture. J'ai fait la même parenthèse que j'ai fait hier. C'est pas pour polémiquer, je t'ai cité, des mémoires, c'est Mélenchon qui le premier a dit que nous on parle des trois blocs, le bloc d'extrême droite, le bloc bourgeois et le bloc populaire. Alors nous on n'a jamais parlé du bloc de la gauche de rupture comme un bloc populaire. Pour des raisons, ces blocs de la gauche de rupture agrègent des classes et des groupes qui ne sont pas rentrés dans le monde libéral et qui n'y sont pas rentrés parce que par des spécificités françaises qui font qu'une partie significative de la population française, contrairement par exemple à l'Italie, n'est pas rentrée dans la vision néolibérale du monde. C'est l'histoire de 30, 40 années de lutte, les référendums de Maastricht, les grèves des années 95, les luttes dans l'hôpital, de l'école publique, les référendums de 2005, etc. Il y a une histoire française qui fait qu'une fraction significative de la société française n'est pas rentrée dans ce monde-là. Et donc c'est autour de cette fraction que s'est construit le bloc de la gauche des ruptures, parce que ce qui est central dans le bloc, c'est la rupture avec non seulement les politiques néolibérales, mais la vision du monde néolibéral. Et dans ce bloc, alors je dis, il y a des raisons pour lesquelles moi je ne l'appelle pas populaire, je pense que c'est une erreur de l'appeler populaire. Première raison, c'est qu'une fraction importante des classes populaires vote pour l'extrême droite. Donc si on dit bloc populaire, on a l'impression que les classes populaires elles sont toutes là, hélas non. Non, ce n'est pas le cas. Et la deuxième raison pour laquelle c'est trompeur de l'appeler un bloc populaire, c'est que dans sa composition, ces classes qui s'agrègent autour d'un projet de rupture avec le néolibéralisme, le capitalisme aussi éventuellement, le néolibéralisme, ne sont pas que populaires. Donc il y a une fraction significative des classes populaires, c'est qui n'est pas rien, hein, parce qu'il y a des ouvriers qui votent Mélenchon, qui ont voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle, et ça c'est relativement, enfin c'était déjà le cas en 2017, mais moins qu'en 2022, et de toute façon c'est complètement inédit par rapport aux années 90-2000 pour la gauche, d'avoir un candidat de gauche qui est un vote ouvrier important. Mais vous avez des catégories moyennes qui ont voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Vous avez des catégories supérieures qui ont voté Mélenchon. Vous avez des cadres supérieurs du privé, parmi lesquels Mélenchon a dû faire 14%.
moins que sa moyenne nationale. Mais 14%, c'est pas rien d'avoir 14% des cadres supérieurs du privé qui votent Mélenchon. Et donc, c'est pas un bloc populaire au sens où il n'est ni populaire au sens où il recouvre l'ensemble des classes populaires, ni populaire au sens où il serait constitué exclusivement par des classes populaires. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des classes moyennes et supérieures qui refusent la perspective néolibérale pour des raisons qu'on peut analyser. Et donc je pense que même politiquement, le bloc populaire, c'est comme dire, oui, vous êtes là, mais ce n'est pas vous qui nous intéressez, alors que s'il y a des cadres supérieurs du privé qui veulent rompre avec le néolibéralisme, moi je pense qu'il faudrait dire que c'est important. Parce que le néolibéralisme, pas en termes de pouvoir d'achat, évidemment, les cadres supérieurs du privé sont mieux payés dans un système néolibéral que dans un autre. C'est plutôt une tendance à hausse de rétribution, mais en termes de pressions, des conditions de travail, des pressions psychologiques, etc., le système néolibéral, c'est un système très exigeant, même pour ces classes-là. La quantité de burn-out qu'il y a en France depuis longtemps, c'est les refus des étudiants des grandes écoles qui seraient destinés à intégrer, disons, la partie haute, les refus des étudiants de suivre une voie qui leur est tracée et qui offre des rémunérations en or. Et regardez ce qui se passe dans les grandes écoles parisiennes. Voilà. Et donc, cette perspective de rupture avec le néolibéralisme, c'est fondamental qu'elle implique une fraction des ouvriers et des classes populaires, mais le bloc de gauche de rupture, c'est un bloc interclasse. Merci. Du coup, je vais vous donner la parole. Juste une petite intervention par rapport à Sarkozy, comme vous en parliez tout à l'heure. Il y a un facteur aussi qui a été important dans la politique de Sarkozy, c'est un des premiers qui a mis en place la RGPP en France. Et je pense que la spécificité qu'on a aussi en France, c'est qu'on a une fonction publique forte et qui est sur tout le territoire avec des valeurs, je pense, qui rassemblent quand même justement au niveau, je vais dire, valeurs solidaires, de solidarité. Et pour moi, il a une grande responsabilité en 2007 et jusqu'à 2017 sur aussi cette classe moyenne qui, à un moment donné, a peut-être pris le parti de lâcher justement ce néolibéralisme, parce que dans nos institutions qui faisaient de la protection sociale, la RGPP a fait un mal absolu. Et donc du coup, il y a aussi des générations là, on va dire avant la retraite, qui aussi a basculé d'un bloc de gauche, on va dire très socialiste, vers un bloc plus revendicatif en tout cas. Oui, non. Quand cette RGPP, elle a vraiment fait aussi une fracture sociale française, typique française. Quand je dis c'est une spécificité française d'avoir un bloc de gauche de rupture qui pèse à peu près un tiers de l'électorat, ce qui est une minorité, mais une minorité significative. Si on veut comprendre, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la comparaison avec l'Italie. Pourquoi alors, il y a des initiatives politiques. On ne peut pas dire, je ne suis pas d'accord. C'est grâce à Mélenchon parce qu'il est sorti du PS. Mais c'est vrai aussi que s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, les choses peut-être seraient différentes. Mais il y a des raisons structurelles assez profondes. Et disons, les résistances que rencontrent les tournants néolibéraux en France, ce n'est pas par hasard si on les retrouve dans un système, dans une organisation capitaliste qui était la plus éloignée du modèle néolibéral, avec un poids de la fonction publique et des services publics qui n'a pas de comparaison dans les autres systèmes capitalistes, avec un système de protection sociale hérité de 30 années de l'après-guerre, qui n'a pas d'équivalent dans les autres formes de capitalisme, un système d'allocation chômage, d'allocation familiale, etc. Donc où est-ce qu'on trouve la résistance la plus forte au tournant libéral dans le capitalisme qui était le plus éloigné du modèle libéral? C'est pas hyper étonnant. Après il y a un tas d'épisodes historiques qui voilà, on peut toujours dire que si Mélenchon n'est pas sorti du PS pour faire le parti de gauche, est-ce qu'on serait dans la même situation aujourd'hui? On ne sait pas. Mais
c'est pas très étonnant que la résistance la plus forte au tournant néolibéral, on la trouve en France. D'autres questions, compréhension, précision sur cette partie-là? Allez-y. Oui, une précision. Désolée, je n'ai pas lu votre livre. Sur, quand vous parlez de bloc bourgeois, je ne pas. Je comprends bien que ce sont les gens qui adhèrent, je dirais, au principe néo-libéraux, mais pas que. Enfin, on connaît tous des gens ouvriers qui ont voté pour Macron, par exemple. On peut pas, moi, je ne les qualifierais pas de bourgeois. Voilà. Merci. Bah, comme tu veux. Bah, allez-y. Oui, c'est en lien. Vous utilisez le thème d'interclasse, alors que j'ai l'impression de parler de différentes catégories socio-professionnelles. Vous utilisez le mot classe. On a l'habitude, tout le monde d'utiliser le terme de classe sociale avec des intérêts peut-être contradictoires. Et là, je ne sais pas pourquoi utiliser le mot classe. Alors, sur le terme bourgeois, nous, effectivement, on utilise cette étiquette par rapport par rapport à la hiérarchie des catégories socio-professionnelles. Ce n'est pas une définition marxiste en termes de contrôle des moyens de production qu'on a. C'est vrai, donc, il y a aussi des employés, des ouvriers qui ont voté Macron. Okay. Mais c'est une spécificité très forte, après j'arrive au terme interclasse, c'est une spécificité très forte du bloc bourgeois d'avoir une très forte homogénéité socio-économique. C'est-à-dire que par rapport au bloc de la gauche de rupture dont je viens de parler, par rapport au bloc d'extrême droite, par rapport à l'ancien bloc de droite, par rapport à l'ancien bloc de gauche, il y a quand même une caractérisation très très forte, un lien très très fort avec les catégories hautes et une fraction des catégories moyennes. Donc, si vous regardez les votes par catégorie des revenus, plus vous montez dans les revenus, plus ces votes Macron deviennent forts. C'est très clair. Ce qui ne veut pas dire... Alors, je me lie à l'autre question. Okay? Dans notre approche théorique, c'est vraiment... Dans notre approche théorique, c'est vraiment au cœur de notre approche théorique. Nous faisons, et on traduit cela aussi dans la méthode empirique qu'on utilise. Nous faisons la différence entre ce que nous appelons les groupes sociopolitiques et les catégories socioprofessionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe sociopolitique? C'est un groupe, ou une classe au sens politique du terme. Le terme marxien, ça serait la classe pour soi, mais qui n'est pas la classe pour soi de Marx. Donc, qu'est-ce qu'on appelle groupe sociopolitique? C'est un groupe qui partage les mêmes attentes fondamentales vis-à-vis des politiques publiques. Et ces attentes sont liées aux positions occupées dans la structure productive et dans la structure économique, okay? Mais elles ne sont pas déterminées par la position qu'on occupe. Concrètement, ça veut dire qu'on peut être ouvrier et favorable à la réforme libérale. C'est possible. Okay? Comme on peut être ouvrier et, dans la même position, ouvrier blanc, 40 ans, catholique et habitant dans une banlieue urbaine. Okay? On peut être favorable à la réforme libérale ou hostile à la réforme libérale. Les deux sont possibles, il n'y a pas de déterminisme. Simplement, on voit que la probabilité de quelqu'un qui occupe cette position-là d'être favorable à la réforme libérale, elle est très faible. Alors que la probabilité d'être hostile, elle est très forte. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien, mais ce n'est pas un lien déterministe. Et, alors je dis un mot pour dire comment on traduit... Non, je ne vais pas dire. Si ça quelqu'un intéresse, après je peux dire comment on traduit ça dans l'analyse empirique, comment on fait la différence des deux. Mais du point de vue de l'approche théorique, pour nous c'est fondamental de faire cette différence entre catégories socio-professionnelles, disons, pour dire vite, mais la position qu'on occupe
de la structure sociale, la position objective. Okay? Moi, je suis un maître de conférence, grand, homme de 56 ans, et j'habite une banlieue urbaine. Voilà, ça c'est ce qui me définit objectivement. Et faire la différence entre ça et les types d'attentes qu'on exprime. Okay? Pourquoi c'est fondamental de faire la différence? Parce que dans ces passages-là, il y a une marge d'action possible pour les politiques. C'est-à-dire que cette traduction entre la position qu'on occupe et l'attente qu'on exprime, c'est une traduction qui est conditionnée par une série de facteurs culturels, médiatiques, etc., mais aussi par des facteurs politiques. Et donc, quand on pense les stratégies politiques, je fais allusion aux stratégies politiques, il y a des dimensions différentes pour une stratégie politique. Il y a la dimension des médiations entre les attentes qui s'expriment, telles qu'elles s'expriment. Okay. Ça, c'est la dimension la plus immédiate. Mais il y a une dimension d'action politique dans la construction des attentes, qui n'est pas une construction qui complètement arbitraire, qui n'est fondée sur rien, c'est fondé sur la position qu'occupent les agents. Mais on peut orienter les attentes dans une direction ou dans une autre. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, l'effet qu'une partie des catégories populaires soit rentrée dans le monde néolibéral, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Okay? C'est pas parce qu'on est ouvrier ou un employé qu'on est forcément en dehors du monde néolibéral. On peut avoir un mécanisme de traduction de son propre positionnement, des perceptions de ses intérêts. Donc, on peut avoir une perception de ses propres intérêts qui fait que, ok, on est ouvrier et on a des intérêts qui se définissent à l'intérieur de la vision du monde néolibéral. Parce que les néolibéraux ont gagné, pas totalement, mais ils ont gagné un combat hégémonique sur ce terrain, qui intéresse des combats politiques. Donc la politique a au moins ces deux dimensions-là. C'est pour ça que je dis, alors je ne sais pas si j'ai répondu, qu'est-ce que c'est une classe? Okay, mais on n'est pas du tout dans une perspective marxiste dans laquelle il y a des classes en soi, c'est-à-dire des classes objectives, et les classes pour soi, c'est les classes qui ont pris conscience de leur intérêt objectif. Nous, on n'est pas dans cette perspective-là. On a des classes objectives ou des catégories objectives qui sont définies par la position qu'on occupe dans la structure sociale. On a des groupes sociopolitiques qui sont définis par les attentes qu'ils partagent. Dans un groupe sociopolitique, on peut trouver des éléments des catégories socioprofessionnelles différentes et des gens qui appartiennent à la même catégorie socioprofessionnelle peuvent être dans des groupes sociopolitiques différents. Et cette traduction-là, c'est un terrain de combat, c'est le terrain de combat hégémonique. Merci. Ce que je vous propose, c'est, puisque tu as quand même évoqué et assez explicité là comment pouvaient se retrouver les classes populaires, soit dans le bloc bourgeois, soit avec l'extrême droite, de plutôt du coup en rester sur la dernière partie de votre bouquin où alors, il y a deux questions qui sont différentes et on peut les serrer, voilà, parce qu'en gros dans la fin du bouquin vous interrogez la France est-elle gouvernable ou ingouvernable? On peut peut-être laisser cette question de côté, peut-être qu'il y a plus d'intérêt ici vu les gens qui sont dans la salle. Pour que tu reviennes sur finalement, est-ce que la NUP est la création et la transcription politique de ce bloc de gauche renouvelé par rapport à celui qui existait il y a 40 ans. Quelles sont vos analyses là-dessus? Est-ce que du coup c'est un bloc qui est là pour durer et pas simplement dans sa transcription directement politique? Et comment vous analysez cela alors que votre travail est un travail donc d'analyse à la fois des attentes des différentes parties de la population, un travail donc, du coup à la fois empirique et théorique sur cette question-là, et que finalement la NUP, en prime abord, c'est juste une alliance électorale entre une présidentielle et une législative. Donc du coup, qu'est-ce que tu as amené dans la discussion, qu'est-ce que vous avez amené dans la discussion de ce point de vue-là? Bon, alors, on n'a pas eu d'analyse de la NUP ou NUPES. On a des éléments d'analyse. Alors, pourquoi on a des... Je peux proposer des éléments d'analyse parce qu'il faut avoir en tête quand même que la NUP doit avoir 5 mois d'existence. 5 mois.
donc faire des analyses solides sur un objet qui n'existait pas il y a 6 mois, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un élément de fond sur lequel, par contre, il y a des éléments contradictoires. Okay? Mais il y a un élément de fond qui laisse penser que la NUP puisse devenir un cadre pour consolider ce bloc de la gauche de rupture. C'est j'ai évoqué précédemment, c'est l'épuisement des marges d'action pour ce qu'on appelle la gauche d'accompagnement. C'est-à-dire, je répète, la gauche d'accompagnement avait une idée d'accompagner une transition vers le modèle libéral, une transition progressive, l'accompagner avec une série de compromis comme celui qui a été fait sous Jospin en privatisation et 35 heures, et surtout l'accompagnement s'est traduisait dans le fait de laisser en dernier les réformes qui font mal. Les autres aussi ont fait mal, mais les réformes qui font très directement mal, qui tapent très directement. Hein. Alors ça c'est terminé, cette stratégie-là. Pour un mot pour la défendre, parce que sinon on a l'impression, si vous vous remettez dans les années 80, il y a 40 ans, le choix du Parti socialiste de ne pas faire du Thatcher, il avait en tête, il faudra réformer un jour aussi les allocations chômage, pour prendre un exemple d'actualité, ou le système de retraite. Il faudra les réformer, mais laissons ça en dernier. Okay? Ça veut dire retarder ça de 40 ans, quand on regarde aujourd'hui combien ça a duré. Eh bien, une des implications, c'est que quelqu'un qui est rentré sur le marché du travail, qui a convaincu, le marché du travail c'est un terme un peu connoté, mais bon, quelqu'un qui est rentré sur le marché du travail il y a 40 ans, quand il avait 20 ans, il y en a aujourd'hui 60, et il a fait sa carrière dans le travail à l'abri des réformes sur les allocations chômage, sur la retraite, sur les réformes contractuelles, etc. Donc ça avait un sens la gauche d'accompagnement. C'était pas, ce qu'on dit, c'était des menteurs, c'était aussi un peu des menteurs. Mais ça avait un sens politique. Ça avait un sens politique. Il y a des gens qui étaient protégés par ces stratégies d'accompagnement. Bon, simplement, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que les traités de libre-échange, ça existe depuis 40 ans. La libéralisation de la finance, ça existe depuis très longtemps. Et si on veut aller au bout du processus de réforme, eh bien, il faut toucher, il faut taper directement sur les classes populaires, et c'est ce que veut faire Macron. Et donc, l'espace pour dire, oui, non, mais moi je suis pour la réforme, mais pas de façon brutale, de façon progressive, etc. Oui, mais maintenant, non, soit c'est brutal, soit on arrête. Okay? Et traduction de cela, c'est Jadot et Hidalgo qui vont à la présidentielle sur une stratégie de gauche d'accompagnement et prennent pour aider une raquette. Voilà. Ça n'existe plus comme espace. Et donc c'est pourquoi j'ai dit pour la NUPES, c'est quelque chose qui donne un peu d'optimisme, parce que la NUPES s'est constituée comme un accord électoral, c'est sûr, des partages, des circos, etc., mais avec un programme qui a été signé, un programme assez détaillé, qui est un programme de rupture avec le néolibéralisme. Et je pense qu'il y a une conscience, je pense, enfin, ça c'est plus peut-être un espoir, et quand vous regardez les changements des stratégies du PS, peut-être que c'est du sérieux, peut-être qu'ils ont pris acte de ça. Enfin, et s'ils partagent une analyse proche de la mienne, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80, il n'y a plus de 3 choix possibles entre ne pas réformer brutalement ou réformer progressivement. Il n'y a plus que 2 choix. C'est on va au bout du processus de réforme, on va sur la protection sociale, sur la relation salariale, etc. Et à ce moment-là, celui qui veut faire ça, c'est Macron. Donc pourquoi on n'irait pas avec Macron si on veut faire ça? Ou on va stopper, on va rompre avec la transition libérale, et on se met sur une position de rupture. Voilà. Et donc, si y en a qui partagent cette analyse-là, on peut dire, ben voilà, c'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être pas juste par intérêt strictement électoral, ils ont tous signé un programme de rupture. Peut-être qu'aussi, il y a un minimum de conscience, je veux dire, Hidalgo a fait 1,7, donc il y a de quoi réveiller un peu les esprits. Quand on a une stratégie qui permettait d'élire des présidents de la République et qu'aujourd'hui fait 1,7,
même les plus entêtés dans cette voie-là, doivent se dire, oui, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a un peu d'espoir de ce côté-là. Après, il y a d'autres éléments qui font douter sur la NUPES. Pour moi, l'élément fondamental qui me fait douter, c'est que ça reste un accord électoral au départ, même si après, la façon dont se passent les choses à l'Assemblée nationale, on voit que ça va au-delà quand même des législatives qui continuent un peu d'essayer de se coordonner, mais c'est un accord entre 4 appareils politiques qui se donnent chacun pour but de continuer à exister, ce qui est évidemment la logique de tout corps politique. Aucun appareil politique se donne pour objectif de se dissoudre. Voilà. Donc les 4 ont envie de persister, mais les 4, d'une certaine façon, répondent dans leur organisation à des logiques anciennes qui ne sont pas logiques adaptées à la nouvelle donne. Et alors, pour le dire très vite, sans vexer personne, les PC et les PS, c'était vraiment les 2 piliers politiques de l'ancien bloc de gauche, qui n'existent plus. Donc on avait les PS socio-libérales avec un point d'appui plus populaire, le PC, etc. Donc ça avait une logique, cette organisation du bloc de gauche autour de ces 2 partis-là. Le bloc de gauche ancien a éclaté, il n'existe plus. On a des appareils qui survivent, un peu des zombies, quoi. Ils survivent, un truc est mort. Europe Écologie Les Verts, j'ai toujours du mal à dire quoi que ce soit, parce que c'est un peu illisible, mais l'impression que, c'est pas moi qui ai cette impression, l'impression qu'on a en discutant après avec les gens qui s'y connaissent un peu, qui sont dedans, c'est que c'est un parti qui n'est jamais né, en réalité. C'est né comme, il n'y a pas si longtemps que ça, comme une fusion entre différents partis, mais qui sont restés chacun dans son coin. Donc ils sont tellement divisés en interne que c'est compliqué de l'imaginer comme quelque chose qui fonderait la construction d'un sujet nouveau, parce que déjà ils ne sont pas à tenir tout seuls. Donc appuyer une nouvelle construction sur des piliers qui partent en morceaux, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Et les filles, le 4e appareil, ça a été pensé de façon à peu près explicite comme un comité électoral pour les campagnes présidentielles de Mélenchon. C'est comme ça que ça a été poussé, c'est comme ça que c'est organisé en interne, avec une série de problèmes après en termes de démocratie assez visibles. Et là aussi, voilà, quelque chose qui a très bien fonctionné par contre. Hein. Moi, je veux dire, je ne suis pas critique vis-à-vis de ça. Je pense que dans le contexte de crise politique française, avec des alliances sociales qui s'effondrent, d'autres qui s'effondrent, etc., d'avoir un appareil politique qui était capable, disons, qui avait une capacité de manœuvre très rapide, et d'adaptation à des conjonctures très changeantes, mais avec un cap très clair. C'était probablement ce qu'il fallait avoir à ce moment-là. Dans une interview, j'ai utilisé l'image du vaisseau pirate. Hein. Pour moi, ça me fait penser vraiment à un vaisseau pirate, voilà, dans une mer en tempête. Il faut un vaisseau pirate avec quelqu'un à bord qui commande, mais qui puisse s'en sortir. Mais bon, pareil, si on raisonne en termes de construction d'un mouvement collectif qui s'appellerait la NUPES et qui participerait à la création d'une nouvelle alliance sociale qui correspondrait au bloc de gauche de la rupture, c'est pas adapté du tout. Et donc on a 4 appareils, enfin on a un mouvement qui devrait grandir en reposant sur 4 appareils, chacun des 4 étant inadapté à la tâche. Et donc ça rend un peu pessimiste. Mais il y a l'autre côté il y a l'autre côté, ça c'est mon avis, j'espère avec cette personne. Mais il y a l'autre côté qui incite à l'optimisme, c'est que c'est quasiment, pour une perspective de gauche, c'est la perspective obligée. Hein, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc ce qui veut dire, en gros, à mes yeux, qu'il y a des possibilités. Soit ça fonctionne, et on aura une gauche de rupture qui s'affirme, qui se consolide, qui se renforce et qui s'élargit. Soit ça ne fonctionne pas, et on aura non pas la gauche de rupture, mais la gauche qui disparaît. Voilà.
ce qui, pour les Français, ça peut paraître très étonnant d'imaginer un pays dans lequel il n'y a plus la gauche, mais pour les Italiens, je vous assure que c'est facile à concevoir, parce qu'en Italie, il n'y a plus la gauche. Voilà. Donc, ça peut, alors qu'il y avait une gauche très forte en Italie, hein. Ce n'était pas un pays dans lequel la gauche n'existait pas. Hein. Il y a 40 ans, la gauche italienne, voilà, il y avait plein d'expressions différentes. Il y avait les principaux partis communistes de tout le monde occidental, c'était en Italie. Il y avait une gauche, à gauche du Parti communiste qui était très variée, y compris avec des composantes qui croyaient dans la lutte armée, etc. Mais c'était une gauche très vivante, globalement, et aujourd'hui, ça n'existe plus à gauche. Donc ça peut arriver aussi. Merci beaucoup Stéphano. Moi j'ai commencé mon engagement politique et militant avec toute la gauche française qui disait, et c'était il y a uniquement 20 ans, il faut regarder ce qui se passe du côté de la gauche italienne, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc non mais juste du coup, c'est une façon... Si je peux te dire un truc qui n'amène pas à être optimiste, aujourd'hui en Italie, on dit qu'il faut regarder du côté de la gauche française. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce que je vous propose du coup, c'est quand moi j'avais fini avec mes questions structurantes, là, plagiées sur ce qu'a fait Saint-Étienne hier soir, c'est qu'on ait une discussion, il y a vos questions, vos commentaires, pas simplement des questions de compréhension, mais également vos avis, remarques, critiques, acerbes mais informés si possible, de ce que vient de proposer comme grille de lecture Stéphane. Oui, la notion de gauche de rupture me parle bien, a priori comme ça, comme un mot que j'ai envie d'entendre. Et du côté de la NUP, j'ai bien entendu que vous parliez d'un programme. Et il me semble qu'entre les deux, il y a un élément qui manque beaucoup, qui est le projet. Parce que pour qu'une gauche de rupture puisse vivre, faut-il qu'il y ait un projet qui lui corresponde et que la construction d'un projet de société sur des bases de rupture, de radicale différence, je ne vois pas actuellement comment ça se construit. Comment, sur quelle base on pourrait s'appuyer. Alors, vous avez parlé des appareils, mais il n'y a pas que les appareils non plus. Hein. Même en dehors de ça, ça me paraît très 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 peu probable actuellement. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Après, alors, moi je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais je suis d'accord que cette idée du projet de société, dans les combats hégémoniques dont j'ai parlé, c'est fondamental. Le néolibéralisme, ne s'est pas imposé comme un programme avec une liste de 500 ou 50 ou 600, je ne sais pas combien, mesures auxquelles les gens ont adhéré. Le néolibéralisme s'impose au niveau hégémonique comme une vision du monde, comme un projet de société, qui après se concrétise dans des mesures sur lesquelles on peut être éventuellement même en désaccord, même si on est là dedans. On peut être en accord, etc. Mais c'est complètement fondamental. Alors, pour faire un exemple sur mes étudiants, moi j'ai des étudiants en première année, ce semestre, et dans la Seine-Saint-Denis, dans le 3. Donc, c'est vraiment des étudiants qui viennent des classes pauvres. C'est le département le plus pauvre de France, où j'enseigne. Et pour la quasi-totalité de mes étudiants, qui ne connaissent pas le programme de Macron, qui connaissent très vaguement les programmes politiques, très vaguement, ne sont pas hyper intéressés à ça. Mais si on leur pose la question sur pourquoi ils font des études, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs études, qu'est-ce qui les motive à venir à l'université, la quasi-totalité répond que ce qu'ils font, c'est une sorte d'investissement sur leurs compétences, parce que cet investissement est nécessaire ensuite pour avoir ils disent pas un flux de revenus, mais c'est vraiment un raisonnement en termes d'investissement et rentabilisation ensuite sur le marché du travail. Et donc, sans connaître rien ou quasi rien en programme politique, ils sont dans un projet de société qui est un projet libéral. Pourquoi on fait des études? Pour investir sur son capital humain et rentabiliser après. Hein? Et donc, effectivement, pour s'opposer à ça, il faut un autre truc équivalent, au même niveau. Voilà. Alors, comment on le construit, qui le construit,
Ça, je ne sais pas. Mais c'est certainement pas un homme providentiel qui va venir et nous les donner. Hein. Voilà. Ça, c'est des constructions collectives. Mais je suis d'accord que c'est complètement... Oui, mais vous avez, si je peux me permettre, un peu de suivi peut-être, vous avez évoqué les éléments qui vous semblent structurants dans les 40 dernières années au moins, vous êtes tellement monté plus loin, mais il y a bien des éléments autour de la désindustrialisation, autour de choses comme ça, qui ont été fondatrices de ces mouvements-là aussi, dans la concrétisation, j'entends. Il me semble bien qu'il y a des événements actuels d'une autre nature autour des problèmes climatiques, autour de ce qui se passe en Ukraine qui peuvent être des éléments aussi structurants et amener une évolution dans la façon d'envisager les choses à de nouveaux frais, quoi. Oui, je peux prolonger la question, parce que la question du projet de société n'est pas complètement connectée aux appareils politiques. Et notamment en lien avec les enjeux du moment. Je dis ça parce que je vais parler soit d'écologie politique ou d'écosocialisme. On peut discuter après dans le détail, mais en gros, cette idée que face à la nouvelle situation écologique dans laquelle nous sommes confrontés, qui est quand même juste la remise en cause de la possible pérennité de la vie et de l'existence sur notre planète, peut se construire un projet politique de long terme. Et parler d'écologie politique ne se réduit pas à l'appareil politique qui est ELV ou d'écosocialisme à l'appareil politique qu'est ou que n'est pas la France insoumise. Est-ce que tu vois là, toi, quelque chose qui est de nature à pouvoir, à un moment donné, sans même parler donc, du coup, des appareils qui, on l'avez compris, pour toi ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais de pouvoir être de même nature que le néolibéralisme en termes de bataille, d'hégémonie culturelle à challenger? Ou est-ce que, pour toi, ça a fait l'impasse sur trop d'éléments Non. Vas-y. Non, je suis assez convaincu que s'il y a un levier... Alors, la situation, il y a des rapports de force dont il faut être un peu conscient. C'est qu'on a un projet au sens de vision du monde, des codes, l'exemple que je faisais sur l'étude, on peut adopter une série de codes qui sont cohérents avec un projet néolibéral. Et il faut opposer à ça un autre projet, d'autres codes, une autre vision du monde. Il faut quand même être conscient du rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne va pas combattre à armes égales. Hein. De l'autre côté, ils ont des appuis financiers, médiatiques, etc. qui sont là. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Mais par contre oui, s'il y a un levier possible sur lequel jouer et qui peut fonctionner, et on le voit dans les votes pas les votes des jeunes générations, dans les votes de la partie des jeunes générations qui votent. On le voit que ça joue, c'est disons, le défi climatique, pour dire vite, de la transition écologique, qui a tout d'un bon levier de ce point de vue-là, même si dire que c'est bon, et en moins une qualité. Le changement climatique, c'est que d'une part, il y a cette force destructrice quoi, qui oblige d'une certaine façon à s'y confronter. Ça deviendra de plus en plus difficile de l'ignorer. Et d'autre part, des défis qui obligent à repenser le fonctionnement de la société tout entière, de repenser la sphère productive, de repenser les modes de consommation, de repenser ses loisirs, etc. On n'y répond pas en agissant sur un thème. C'est vraiment quelque chose qui oblige à penser la société dans son ensemble, le fonctionnement de la société dans son ensemble différemment. Donc s'il y a un levier sur lequel on peut appuyer, c'est celui-là, tout en ayant la conscience qu'on fait face à un adversaire qui fait 110 kilos alors que nous on en fait 40. Oui.